Bonjour et bienvenue à cette émission de la Culture en action. Je suis Joanne Saint-Gelais, en remplacement de Pascal Pelletier. Je suis au Carrefour culturel actuellement pour vous présenter nos deux nouvelles expositions. La première, L'idée, la main, l'œuvre, qui est présentée par le collectif Les Grands Créateurs de Charlevoix. Elle est présentée jusqu'au 18 septembre et également Le Québec tout en couleurs de Pierre Landry qui est présenté jusqu'au 11 septembre, celle-là. Je vous invite, on va aller rencontrer chacun des artistes. On a la chance aujourd'hui d'être avec M. Jacques Hudon qui représente le groupe, le collectif Grands Créateurs de Charlevoix pour l'exposition L'idée, la main et l'œuvre. Bonjour M. Hudon. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, même. Très bien! Super! On est évidemment très heureux de présenter cette exposition-là, qui est un projet vraiment spécial, qui a débuté l'été dernier au Musée de Charlevoix. C'est un collectif. On dit Grands Créateurs de Charlevoix, ça a l'air prétentieux. Il y en a d'autres, des grands créateurs dans Charlevoix. On n'est pas les seuls. Au départ, il faut admettre ça, qu'on n'est pas les seuls. Et en fin de compte, c'est parce que les cinq, on se connaît depuis très longtemps. Il y en a un peu plus puis un peu moins, mais je veux dire, depuis plusieurs années, on a travaillé ensemble. Donc, on s'est rencontrés dès les débuts de la fondation de la Corporation des métiers d'art de Charlevoix. Et après ça, on a fait des projets ensemble, on a fait des projets avec la Corporation et avec d'autres. Et ensuite de ça, tous les cinq, on a partagé cette belle aventure de la revitalisation de l'École des métiers d'art à Bangui, en Centrafrique. Donc, les cinq, on est allés travailler sur place. Donc, ça crée des liens, ça crée des souvenirs qui sont communs. Puis, je pense aussi qu'entre nous, on apprécie énormément le travail que chacun fait. Donc, il y a un respect et une appréciation du travail que chacun fait. Et on se disait toujours, il faudrait faire quelque chose ensemble, les cinq. On se rencontrait dans des vernissages, dans des lancements. Et là, il y a à peu près presque 2 ans, on a dit, ben là, qu'est-ce qui manquerait? Pourquoi on ne le fait pas? J'ai dit, il faudrait se décider d'abord. Et là, on a dit, est-ce qu'on se décide? Alors, on se décide, on le fait. Et on a proposé à ce moment-là au Musée de Charlevoix, vu que c'est l'année dernière, 2015, c'était l'année canadienne des métiers d'art, qui était consacrée aux métiers d'art. Donc, il y avait des manifestations de métiers d'art partout dans le Canada, avec un programme assez élaboré. Donc, notre exposition a pu s'inscrire dans ce programme-là. Et on s'est dit, bon, c'est sûr qu'on ne veut pas faire juste une exposition collective. On ne veut pas juste mettre nos œuvres. Alors, qu'est-ce qu'on fait de plus? Donc, comme on connaît bien ce que chacun fait, on a décidé de faire des œuvres en commun. De se mettre 2 sur la même œuvre, par exemple. Donc, ça a été un long processus quand même, plusieurs mois. On s'est rencontrés, on a discuté, on a regardé, dans le fond, chacune des techniques qu'on possédait. Et on dit, si on fait quelque chose ensemble, bon, admettons que quand j'ai travaillé avec Martin, Martin, il fait de la sculpture sur pierre, sur bois, puis moi, je fais du papier. Alors, c'était pas très évident de jumeler une œuvre c'était pas jumeler, de se fabriquer une œuvre qui jumelait les deux ou 3 techniques qu'on possède. Donc, ça a été une belle discussion au début, choisir une thématique, puis après ça, d'embrayer là-dedans, de commencer chacun à travailler. Alors, on prend un morceau de bois, on commence à travailler dessus, on le prête à l'autre qui intervient et tout ça. Donc, il y a eu des collaborations qui ont été très faciles parce qu'on avait décidé rapidement, on dit on fait ça. Donc, il y en a d'autres qu'on a pu échanger durant quelques mois pour dire, gars, je te l'envoie, je travaille dessus, j'en prends une photo, je te l'envoie. Donc, il y a tout un processus comme ça qui est intéressant, de voir comment chaque œuvre avançait et comment aussi l'autre, à partir de ça, pouvait intervenir. Donc, ça donnait des fois l'idée à l'autre de comment intervenir sur la pièce. Est-ce que dans l'exposition, on retrouve, est-ce que chaque artiste a échangé avec chaque autre? Donc là, vous êtes 5. On est 5. Donc, est-ce que chacun des artistes a échangé avec les 4 autres? Pas nécessairement. Avec 2. Habituellement, c'est avec 2 autres. Okay. Donc, ça fait, je ne sais pas, 7 ou 8 œuvres de collaboration. C'est tout un défi, ça, une collaboration comme celle-là, pour initier de nouvelles œuvres qui sont constituées avec justement des matières complètement différentes, qui des fois ne sont pas souvent mises ensemble. Non, c'était ça le défi qu'on s'était donné. On s'est dit, on va faire quelque chose qui fait qu'on se dépasse. C'est un défi qu'on s'est mis, une barrière à franchir. Puis en faisant ça, en intervenant avec une autre technique, ça nous fait avancer aussi dans la nôtre. Donc on avance, on dit, tiens, je vais penser à ça, je vais rajouter telle chose. Donc, puis on applique aussi notre technique sur un autre support qu'on a l'habitude d'utiliser. Monsieur Hudon, pourriez-vous nous parler justement de vos collègues, là, des 5 autres artistes qui sont avec vous pour cette exposition-là? Oui, avec plaisir, parce que
comme on travaille ensemble, on s'aime bien, puis on apprécie le travail des autres, comme je disais tout à l'heure. Donc, Marie-Renée travaille dans le textile, surtout. Alors, broderie, montage de toutes sortes, fil, dentelle, peu importe. Elle a toute une panoplie de techniques qu'elle est allée chercher un peu partout dans le monde. Elle est allée étudier aux États-Unis, elle est allée étudier en Europe, elle est allée en Corée, elle est allée dans différents endroits comme ça pour glaner non seulement les techniques, mais glaner des fils, glaner des objets qui vont faire partie de son travail. Parce que Marie-Renée travaille beaucoup avec l'idée de la symbolique, mais aussi de l'amitié. Donc, quand elle fait une broderie, il y a toujours le souvenir, par exemple, de la personne qui lui a donné. Si, mettons, son amie coréenne lui a envoyé des fils de Corée, quand elle brode, elle pense à son ami. Donc, il y a tout un côté émotif qui est sous-jacent à sa production artistique. Donc, on veut voir dans toutes ces belles œuvres qu'elle nous présente, le côté du raffinement aussi, tout ce raffinement et de la possession de sa technique. Et elle en fait encore. Elle repart encore pour l'Europe là, bientôt, pour aller se former encore. Nous, on pense qu'elle en a assez déjà pour faire tout ce qu'elle veut, mais pour elle, c'est encore, ça crée des liens aussi avec d'autres personnes. La preuve en est qu'actuellement, Marie-Renée est actuellement, dans le moment où on se parle, elle est dans 6 expositions aux États-Unis, au Canada et en Europe actuellement. Donc, ça montre que son travail, c'est pas juste nous autres qui l'apprécions, les autres aussi le font. Je pense que ça serait le cas aussi si les autres artisans présentaient leur projet. Je pense qu'ils seraient aussi de même niveau que ça. Madame Otis est de Baie-Saint-Paul. Oui, Madame Otis est de Baie-Saint-Paul, elle est native d'ici. Donc, elle a fait un travail avec Daniel Savard, qui est un forgeron. Donc, c'était drôle de mettre le métal, la forge, avec le textile. Donc déjà, c'est un défi, puis on voit le résultat, c'est magnifique. Le deuxième, allons vers Daniel Savard. Daniel Savard qui est un forgeron. Un forgeron, on dit ça fait des roues de charrette puis des fers pour les chevaux, mais Daniel va beaucoup plus loin que ça. Il est rendu dans la sculpture, c'est-à-dire qu'il travaille son métal à la manière de la forge, c'est-à-dire en le martelant, en le découpant, en le soudant, mais il en fait des sculptures. Donc, c'est des personnages, il s'inspire beaucoup de la nature, s'inspire beaucoup des différents arts, par exemple, comme la musique, comme la littérature. Il écrit aussi lui-même, il fait de la musique lui-même. Donc, il s'inspire beaucoup de ces choses-là pour faire sa sculpture. Alors, il va chercher aussi des matériaux dans la région, c'est-à-dire que ces socles de pierre sont vraiment cueillis dans l'environnement. Et c'est un travailleur aussi qui est aussi raffiné dans son art que Marie-Renée peut l'être dans les textiles. Pourtant, pour 2 matières qui sont complètement à l'opposé presque. Là. Si on dirait, la forge, c'est du métal, c'est quelque chose qui est rude, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas s'imaginer qu'il va faire des choses aussi légères et aussi aériennes que ça. Ensuite, sur Martin Brisson, qui n'est plus à présenter non plus. Martin, qui lui travaille, qui est sculpteur de base. Martin travaille la pierre, le bois et le métal en particulier. Donc, il a commencé, comme il a fait son cours en ébénisterie, et il a commencé à faire des meubles, mais ces meubles, il voulait les sculpter. Il n'était pas satisfait de faire un meuble, donc les pattes étaient tournées, les pattes étaient sculptées, et rapidement, il s'est tourné vers la sculpture. Donc, il mélange les trois matériaux habituellement. Il travaille beaucoup avec de la récupération, il travaille beaucoup avec aussi des matériaux de la région. Alors, on voit ces sculptures qui sont en bois de pommier ou en bois de lilas, par exemple, qui ont des couleurs et des veines absolument extraordinaires. Et il sait tirer parti de ces matériaux-là. Dans les pierres, c'est la même chose. Il va travailler la couleur, il va travailler la forme de la pierre qui va se jumeler à son bois ou à son métal. Donc, il amalgame ces trois matériaux-là d'une façon absolument, comment je dirais, esthétiquement belle au départ. C'est vraiment très, très beau. C'est des choses organiques la plupart du temps. Alors, c'est des formes très, très, très aériennes et très coulantes, on peut dire. Donc, je sais que Martin a travaillé. Moi, j'ai travaillé avec Martin dans cette grosse sculpture-là,
où on a pris une base. Alors, quand Martin travaille le bois, souvent, pour pas que le bois fendille avec le temps, on fait des collages de bois au lieu de partir d'une masse de base. Donc, il fait des collages de bois et quand il commence sa sculpture, il enlève la partie du haut, la partie du bas pour retrouver son bloc. Et bien souvent, il garde ça dans un coin et on a travaillé à partir de ces blocs-là. Il m'a dit, je t'amène le bloc, puis on discute qu'est-ce qu'on va faire avec. Alors, on a voulu faire, par exemple, un bloc qui était aussi avec l'instabilité. On a voulu travailler sur l'instabilité. Donc, c'est le thème qu'on s'était donné. Donc, l'instabilité, le bloc est comme sur 3 pattes et penché. Et 3 semaines avant l'exposition, j'avais envoyé des photos, il l'a retravaillé par la suite, il a rajouté des formes, il a resculpté un peu les blocs. Et à partir de ça, ben, il a dit « Ah, j'en ai d'autres blocs, qu'est-ce qu'on fait? » 3 semaines avant l'exposition, il me dit ça, il dit « J'en ai un autre bloc et j'aimerais ça qu'on fasse le deuxième aussi. » Fait que là, ça a été la catastrophe. Alors, vite, on a fait le deuxième. Bien, vu que le premier avait été, on avait déjà une bonne idée, alors le deuxième a répondu à ce bloc-là. Donc, sur ces blocs-là, on retrouve autant du papier, du sable, et Martin a rajouté aussi du métal par la suite pour compléter cette forme-là, qui est le métal qui est découpé, qui s'apparente presque à la dentelle de Marie-Renée, tellement que le découpage du métal est fin aussi dans cette chose-là, dans cette sculpture-là. Donc, on a discuté de comment on irait plus loin dans chacun de notre côté. Lui, pour justement faire une sculpture qui n'avait pas de socle, qui n'était pas déposé sur un socle, mais qui avait son propre socle, qui faisait partie de la sculpture, et avec l'idée du tuyau de métal qui semble passer à travers la sculpture. Donc, c'est ça qu'on s'était donné comme mandat au départ, puis je pense qu'on a réussi à venir à bout. Il y a aussi, ensuite, ça, je dirais 2 mots de Roger Asselin, qui est joaillier lapidaire. Pour les gens qui ne connaîtraient pas le mot lapidaire vient de lapis en grec, qui veut dire pierre. Donc, c'est quelqu'un qui travaille ses pierres. Il part de la pierre brute et il la travaille, il la taille, il la polit, il la facette, il fait tout ce qu'il faut pour que sa pierre vraiment réponde à ce qu'il veut comme objet à la fin. Alors, sa production est extrêmement variée aussi. Ça va dans la petite sculpture. Il fait des bagues extraordinaires, il fait des colliers où il y a également, c'est un peu aussi comme de la dentelle. On regarde, il fait absolument tout. Il fait ses fermoirs, il fait ses montages complètement pièce par pièce. Il fait du moulage, etc. Donc, ces bijoux sont des bijoux qui sont relativement classiques, comme on dirait. Ce pas des bijoux extravagants, modernes et tout ça. C'est des bijoux vraiment assez classiques, mais qui mettent en valeur beaucoup la pierre qui est dedans. Donc, le collier lui-même, l'argent ou l'or servent de support à ces pierres. Donc, c'est ce qu'il aime. Et il pourrait vous en parler durant des heures. Il crée autour de la pierre qu'il choisit. Oui, il crée l'œuvre autour de ça, dans le fond. Le bijou la pierre constitue l'essence même à partir de laquelle il crée. Là. Oui, parce que chaque pierre, si on la regarde de près, avec les lumières, par exemple, il y a des reflets, il y a des couleurs qui ressortent. Mais ça, c'est le talent du lapidaire d'être capable d'aller chercher cette facette-là dans la pierre et de la travailler jusqu'à temps qu'elle ait cette propriété-là de réflexion de la lumière pour justement avoir faire sortir la beauté qu'il y a à l'intérieur de la pierre aussi. Donc, c'est important pour lui de travailler ce côté-là de la pierre. Oui, il y a d'ailleurs une pièce dans l'exposition qui présente une sauterelle, si je me rappelle bien, qui est sur le bord de l'eau et dépendamment, comme vous mentionniez tantôt, au niveau de la lumière. Oui, si on regarde l'espèce de petit étang, cette pierre-là qui semble noire au départ, si on se déplace, on voit comme un reflet bleu dans la pierre, comme si c'est voulu, c'est choisi. Si la sauterelle elle venait de toucher à l'eau et faisait les ronds dans l'eau. Alors, ça va jusque-là, le travail de Roger. Il est extrêmement exigeant pour lui-même. Alors, quand il fait un collier avec plusieurs pierres, il peut passer des heures à choisir les pierres. Et quand la pierre ne convient pas, il la met de côté, il recommence la 2e ou la 3e pierre au besoin pour que toutes les pierres soient vraiment d'égale qualité dans son travail. Et le dernier, c'est non le moindre. Il reste juste moi. Ben moi, c'est toujours c'est ma production actuelle. Alors, je suis passé de la peinture je fais encore un peu d'estampe, mais actuellement, je
privilégie les coffrets sculptures, ce qui m'amène à travailler avec différentes personnes. Alors, c'est ce que j'aime dans ce côté-là des coffrets, c'est qu'à chaque exposition, je me mets en contact avec des gens, souvent des écrivains, et qui sont assez généreux pour soit me passer leurs livres et me donner l'autorisation d'utiliser leur écriture, ou certains même comme Francine Saint-Aubin ou quelques autres personnes qui ont fait des textes spécifiquement, qui ont créé des textes spécifiquement pour me faire plaisir. Et c'est réussi. J'ai eu des textes magnifiques. Et c'est dans cet esprit-là. Et ça me permet de jumeler autant mon métier de cartonnier, on peut dire, parce que le cartonnage est la technique qui précède la reliure. Donc, avant d'embarquer dans des reliures de livres, les gens font leur classe en fabriquant des boîtiers, en fabriquant des portfolios, en fabriquant des cartables, des choses comme ça. Donc, c'est l'utilisation du carton et du papier pour fabriquer, pour en venir après ça à la reliure. Moi, je suis resté là. Je suis resté au cartonnage, ça me suffit. Je fais un peu de reliure, ce qu'on appelle la reliure japonaise, la reliure à couture apparente, et ça me permet d'intégrer dans les coffrets aussi certains petits livres que moi je fabrique. Et ça me permet aussi d'utiliser toutes les techniques que j'ai et que je mets à profit pour ça, autant la reliure, la photographie, l'estampe et tout ça. Donc j'utilise toutes ces techniques-là pour fabriquer mes coffrets sculptures, mes boîtiers. Est-ce qu'il y a une suite de prévues pour cette exposition collective? On espère. On n'a pas fait de démarche encore spécifique. Là, on va regarder ce qui se passe parce que l'exposition ici au Carrefour culturel est différente de celle qu'on a présentée l'année dernière à la Malbaie parce que les pièces en conjointe sont les mêmes, ça c'est sûr, mais tout ce qui est de pièces, parce qu'on a mis des pièces de notre production normale en parallèle, pour que les gens puissent voir d'où ça vient ce jumelage-là, où est la part de l'un et la part de l'autre dans les pièces conjointes. Donc, toutes les pièces qui sont présentées en dehors des pièces en duo sont des pièces soit qui n'ont jamais été présentées ici ou que les personnes ont réalisées spécifiquement pour ici. Il n'y a pas de suite de prévu, disons, c'est ça, pour l'instant, ailleurs, mais c'est possible que l'exposition se promène ailleurs au Québec. Bien, parce qu'elle est complète comme ça, là, je veux dire, les pièces, probablement qu'on en rajouterait, ça dépend des lieux aussi, probablement qu'on rajouterait des pièces en duo, parce qu'on a aimé cette expérience-là, puis on n'exclut pas non plus d'intégrer peut-être une autre ou deux autres personnes. On ne sait pas, on verra à ce moment-là ce qui se présentera. Parce qu'à 5, ça va bien. On ne veut pas non plus faire une grosse production. Ça permettait justement, ce type d'exposition permet à chacun de continuer sa production personnelle puis de ne pas être monopolisé pour un an ou plus pour une production d'exposition. Donc, comme chacun espère ou vivre de sa production ou que ça rapporte un peu, donc ça permet de continuer à avoir des commandes ou à continuer à faire des œuvres spécifiquement pour le commerce ou le public. Merci beaucoup, M. Hudon, d'être le porte-parole de ces grands créateurs de Charlevoix que l'on est fiers de présenter jusqu'au 18 septembre au Carrefour culturel. Bonjour, M. Landry, ça nous fait plaisir de vous accueillir au Carrefour culturel pour votre exposition « Le Québec tout en couleurs ». Pourriez-vous nous parler un petit peu de vous? Écoutez, moi de formation, je suis enseignant. Alors, j'enseigne depuis une vingtaine d'années dans l'univers social, c'est-à-dire en géographie, en français. Et puis, j'enseigne du côté de Lévis. Donc, la peinture, pour moi, c'est une avenue que j'ai toujours maintenu malgré mon travail quotidien dans l'enseignement. Donc, c'est une passion que vous avez depuis, j'imagine, plusieurs années? Depuis très jeune. J'ai pratiqué la peinture en étant très jeune. Je me souviens d'avoir suivi des cours au Musée du Québec, des cours privés avec quelques artistes peintres de Québec. Alors, c'est une passion que j'ai depuis, comme ça, plusieurs années. Avez-vous des peintres préférés? Il y en a plusieurs peintres qu'on retrouve à Baie-Saint-Paul. Évidemment, les frères Bédard, Pierre et Gilles Bédard, Serge Brunoni, Bruno Côté, qui est un peintre décédé maintenant, mais un très, très bon peintre canadien. Alors, c'est des peintres qui m'ont toujours inspiré beaucoup.
vous a inspiré. Bien, en fait, le Québec tout en couleurs, bien, je pense que ça transparaît dans vos œuvres. Évidemment, il y a effectivement toute une couleur qui est dedans. Il y a les paysages aussi du Québec. Je pense que c'est sûr, l'exposition est bâtie autour de ça, mais c'est un thème qui vous anime. Oui, j'aime évidemment, comme vous constatez, avec les toiles, la nature québécoise. J'aime les couleurs très, très vives. J'aime autant l'automne que le printemps. Même avec l'hiver, on peut aller chercher des teintes extraordinaires. Alors, j'aime m'exprimer avec des couleurs qui font ressortir, qui donnent beaucoup de vie aux toiles. Ce sont des grands formats quand même que vous travaillez. Est-ce que vous travaillez à l'huile ou à l'acrylique? Je travaille principalement à l'acrylique. Mes débuts, j'ai travaillé beaucoup avec l'huile. J'ai adoré l'huile. On peut aller chercher beaucoup de contraste avec l'huile, beaucoup de relief. J'ai opté pour l'acrylique après quelques tentatives infructueuses. Je trouvais que l'huile donnait un temps de préparation beaucoup plus lent, un temps de séchage beaucoup plus lent, puis je voulais travailler beaucoup plus rapidement. Alors, j'ai opté pour l'acrylique. Alors, c'est un choix personnel. J'adore. À l'occasion, je reviens un peu avec l'huile, mais j'aime bien peindre à l'acrylique. Mais il y a quelque chose de spécial là, dans vos œuvres quand même qu'on ne retrouve pas couramment. C'est qu'il y a un fini extérieur. Oui, effectivement. J'ai fait quelques explorations au cours des dernières années. Je cherchais à redorer un peu les toiles, à aller chercher beaucoup de luminosité, d'autant plus que j'utilise des couleurs très vives. Puis ça m'a amené à travailler un peu avec l'époxy. Alors, après plusieurs mois, plusieurs années, quelques tentatives, j'ai réussi à me familiariser avec l'époxy puis à aller chercher le fini que je recherchais sur mes toiles. Oui, c'est une matière qu'il faut vraiment apprivoiser. On m'a dit que c'était pas une technique qui était facile. C'est une technique qui n'est pas facile. C'est un temps de séchage quand même assez long. On parle de 24 heures. La problématique survient surtout lorsqu'on étend l'époxy sur les toiles. On a un temps de travail qui est quand même très, très court. On parle de quelques minutes environ pour bien manipuler l'époxy. Après quelques minutes, c'est très, très difficile de travailler avec l'époxy. Donc, c'est un défi personnel de travailler beaucoup d'heures sur une toile pour la réaliser, puis de savoir qu'en quelques instants, on peut rendre un éclat extraordinaire à la toile, comme on peut peut-être manquer notre coup. Alors, c'est un défi personnel quand on arrive à l'étape de l'époxy, d'être bien installé, d'avoir un bon éclairage, de connaître nos bonnes proportions, préparer les bonnes quantités, puis d'avoir les bons outils pour étendre l'époxy. Parce qu'une fois qu'on a mis l'époxy, il n'y a plus question de retouche. Là. Non, c'est terminé. Il n'y a aucune retouche possible. Là. Je vous dirais qu'en 3-4 minutes, là, le travail doit être complété. Là. Sans ça, on a des problématiques à travailler avec l'époxy qui ne s'étend pas bien, qui va faire des vagues. Alors, question de minutes. Ça vous permet également, je pense, de ne pas mettre de cadre pour vos œuvres. Oui, j'utilise beaucoup le style de toile galerie. J'aime bien le relief qui est donné par la toile galerie. Et puis, je pense que ce qu'on recherche un peu avec un cadre, c'est de donner un aspect à la toile de volume, tandis qu'avec l'époxy, bien, moi, je vais déjà chercher l'aspect que je recherche pour faire ressortir ma toile. Je pense que la beauté du vernis qu'on donne sur une toile donne cet atout-là comparativement à l'utilisation d'un cadre. Pourriez-vous nous parler un petit peu de votre cheminement des dernières années? Écoutez, ça fait plus d'une quinzaine d'années que je fais de la peinture environ. J'ai fait beaucoup d'explorations, comme j'ai dit tantôt, autant avec l'huile qu'avec l'époxy, qu'avec l'acrylique, bien entendu. J'ai utilisé différents produits dans mes toiles aussi. Et là, j'en suis rendu à travailler bien avec l'époxy. J'aime le produit que ça donne. Alors, c'est un peu ce que j'explore pour l'instant, chercher tout cet avantage-là que l'époxy peut procurer sur une toile. Vous en êtes à votre première exposition à Baie-Saint-Paul, mais vous avez fait d'autres expositions ailleurs? Oui, je me suis promené un peu là, dans les 2 dernières années. J'ai fait des expositions à Lévis, à Granby, quelques symposiums aussi. Là. Alors, on se promène comme ça, d'une région à l'autre. Quelles sont vos attentes pour les années à venir? Les attentes, évidemment, continuer à travailler avec la même philosophie, c'est-à-dire avoir des toiles qui reflètent le paysage québécois, développer mes couleurs encore plus, travailler avec l'époxy, développer mon produit, être en galerie. C'est un objectif à court terme. Là. Parfait. Non, super. Bien, on vous le souhaite.
Merci. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir de vous accueillir et votre exposition sera présentée jusqu'au 11 septembre au Carrefour culturel. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est ce qui termine cette émission de la Culture en Action. J'espère que vous avez apprécié la rencontre avec nos artistes. Je vous rappelle que nous avons aussi Espace Baie-Saint-Paul Expo Expérience, notre exposition permanente sur l'histoire, le patrimoine et le dynamisme culturel de Baie-Saint-Paul, ainsi que le Studio Trad, les techniques textiles charlevoisiennes. Merci et à la prochaine!